Du coup, on va reprendre, je crois, oui, pour cette seconde et dernière table ronde de l'après-midi, qui va être consacrée à l'un des publics particulièrement vulnérables vus dans les passes, qui sont les mineurs non accompagnés. Et donc, un atelier consacré à l'échange d'expériences, en particulier sur les questions d'accès aux droits et aux soins de ce public des mineurs non accompagnés. Nos deux intervenantes vont tenter de répondre aux questions suivantes, je les cite, qui figurent dans le programme. À quelles difficultés ces jeunes mineurs sont-ils confrontés au cours de leur parcours migratoire? Quelles sont leurs difficultés dans la démarche de reconnaissance de leur minorité? Quels sont les impacts de leur situation administrative sur leur vie quotidienne et sur leur santé? À quels risques sont-ils et sont-elles exposés? Quelles sont les possibilités de prise en charge de ces jeunes? Quel accompagnement sanitaire et social est possible en passe? On a 20 minutes. Voilà. Et interviendront successivement Barbara Bertini, coordinatrice régionale des PASS et EMPP de l'ARS Île-de-France, et Marie Jacob, psychologue référente sur les questions des mineurs non accompagnés au COMED à Marseille. Mais j'imagine qu'elles poseront aussi des questions, enfin ça sera conçu comme des échanges avec l'expérience que vous avez dans les passes d'Occitanie, de l'accueil et des difficultés de ces mineurs non accompagnés. Barbara, c'est à toi. Les deux marches. Oui, les deux fonctionnent. Donc les présentations ont été faites. Donc en région Île-de-France, nous avons 68 passes entre généralistes spécialisés et 23 MPP. Ça varie d'une année à l'autre, mais on a à peu près une file active annuelle qui est Covid, pas Covid, voilà, mais qui grosso modo est autour des 57 000 personnes par an. Et parmi ces 57 000, on a un nombre de MENA qui est de plus en plus important. Et encore une fois, selon les années, il s'y situe entre 17 et 19% de notre file active globale. À vous calculer. Slide. Donc, en fait, alors, on parle en public d'initié, hein, donc je ne vais pas vous refaire la définition des mineurs non accompagnés, slide, mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que derrière cet acronyme, il y a énormément de réalités différentes qui se croisent, voire certains s'entrecroisent. Voilà, donc en fait, alors on a très peu de demandeurs d'asile, il y en a quand même. C'est peut-être des gamins qui sont en transit, hein, le seul bateau qui est arrivé en France avec un nombre de mineurs non accompagnés qui sont tous perdus dans la nature. On a des mineurs non accompagnés qui étaient, ça c'est important quand même, qui étaient déjà isolés, voire émancipés dans leur pays d'origine. C'est pas du tout la même chose d'un mineur qui a commencé le périple migratoire avec quelqu'un de la famille, ou quelqu'un de la famille élargie, et après, il a perdu contact avec cet adulte au long du voyage. Alors, certains, il faut passer, malheureusement, font partie des traites humaines, donc c'est organisé au niveau du départ. Il y en a qui sont venus rejoindre quelqu'un. Donc, c'est vraiment des situations très différentes et j'attire votre attention que sur la prise en charge, les raisons du départ sont aussi importantes qu'après ce qu'on a vécu pendant les périples migratoires et les conditions d'accueil dans les pays d'arrivée. Voilà. Et il y en a aussi qui sont mandatés par leur famille, hein, que c'est un projet collectif. Et ces gamins ont... Alors pourquoi mandatés par la famille, hein, ça existe depuis toujours. Hein. Pour ceux qui ont lu Madame Bat d'Éric Corsena il y a quelques années, au Bilal sur la route des clandestins, il y a des familles hein, pour qui le seul espoir de survivre économiquement, c'est l'argent qui est envoyé par quelqu'un de la diaspora et le fait qu'ils sont des mineurs et qu'ils ne peuvent pas être expulsés, donc parfois sont mandatés par la famille pour avoir une vie meilleure que celle qu'ils auraient dans leur pays d'origine et entre autres subvenir aux besoins de la famille restée au pays. Voilà, et après parfois ils sont partis seuls ou en groupe, par contre en cachette de la famille. Donc vous avez autant de situations différentes derrière un seul acronyme un peu barbare, qui est celui de MNA. Sachant qu'on nous dit, nos partenaires, que malgré tout, la grande majorité, donc 76, on va voir des chiffres, des MNA restent en relation avec les membres de leur famille au pays. Slide.
Voilà, je ne vais peut-être pas vous assommer avec des données, des chiffres, mais effectivement, on a, on va dire, une constante selon les rapports, la mission des mineurs non accompagnés, qui fait un rapport annuel qui est plutôt bien fait sur les nombres des gamins. Alors, vraiment, je vous invite à le lire. C'est un rapport d'activité annuel. Et en fait, il recense les nombres des MENA et aussi les placements à l'ASE département par département. Et ça donne à voir d'une année sur l'autre à la fois les changements des pays de provenance, l'augmentation légère mais régulière et constante des MENA filles, qui était encore presque inexistant il y a quelques années et que ça devient de plus en plus importante. Voilà, aussi que les âges. Sachant que sur les âges, on est vraiment, on va dire d'une façon plutôt constante, sont des ados, hein, des MNA vraiment totalement isolés. Il y en a bien sûr des gamins qui sont partis avec leurs parents et accident tragique, ils ont perdu les parents, mais on va dire que les mineurs qui arrivent seuls sont plutôt des jeunes ados. Slide, toujours, je vais un peu vite. Alors, MNA filles. Alors, nous, en région Île-de-France, elles sont beaucoup moins visibles. Et le fait qu'elles soient moins visibles, c'est d'autant plus inquiétant. Alors, elles sont moins visibles parce que souvent sont plus facilement mises à l'abri. On a effectivement, que ce soit des associations citoyennes ou au niveau du conseil départemental, même quand elles sont en phase de reconnaissance auprès de l'ASE et ou même s'ils ne sont pas reconnus comme des mineurs non accompagnés, isolés par l'aide sociale à l'enfance. Parfois, on a des municipalités qui très sympathiquement prolongent l'hébergement. Néanmoins, on a un nombre de plus en plus important de jeunes filles qui arrivent, qui n'est pas très importante encore en France, mais quand on regarde, on va dire, l'évolution au niveau européen, on voit bien que ces jeunes filles sont parties même périple que leurs camarades garçons, même pays traversé, et on ne va pas vous faire un tableau, les mêmes violences, mais alors on va dire qu'il y a, enfin, sans faire des pourcentages, mais la grande majorité, si ce n'est que la totalité, ont été victimes de violences sexuelles. Sachant qu'on a, alors chaque année, on a parfois comme ça, des spots un peu, on a encore une fois plus invisibles que les autres, notamment des MNA, une provenance d'Albanie, sur toute une histoire des mariages plus ou moins arrangés à partir du pays d'origine avec des Albanais qui résident en France. Albanie, Roumanie, Géorgie, etc., mais plutôt Albanie, donc qui sont recrutés en Albanie, fiancés ici, et après, comme souvent elles sont censées être prises en charge par la belle famille, et notamment par la belle-mère, et quand ça va plus trop entre la belle-mère et la petite jeune future belle-fille, elles se retrouvent à la rue, et souvent dans des réseaux de prostitution, etc. Donc voilà, on a vraiment des situations qui peuvent être très différentes entre des MNAFI en provenance d'Afrique subsaharienne et des MNAFI originaires des pays de l'Est. Voilà, donc ça change tous les ans, mais grosso modo, on reste. Alors, ça change les pourcentages, mais les pays des provenances à ces mineurs non accompagnés, c'est plus ou moins les top 10 qui restent les mêmes et assez constants d'une année sur l'autre. Après, bien évidemment, c'est très influencé par la géopolitique d'une année sur l'autre, enfin, encore d'une année sur l'autre. En gros, on a une année et demie de retard dans le temps du trajet. Voilà, si mettons il y a comment dire, des soucis à Gaza et à Beyrouth, c'est pas demain, ça peut être dans un an et demi, 2 ans. Mais on est vraiment, on va dire, très impacté par ce qui se passe au niveau de la géopolitique. Slide toujours. Il y a eu alors effectivement un peu comme vous le savez, alors l'Ukraine, évidemment, on n'a jamais eu d'MNA ukrainien, crise, guerre en Ukraine, donc on a eu
quelques MENA en provenance d'Ukraine. La grande majorité, alors là c'était totalement atypique parce que 43% étaient des filles, alors que globalement, les MENA qui arrivent un peu tout seuls sont plutôt des garçons. Mais ça a été vraiment très ponctuel, très contextuel, et si demain il va y avoir encore un problème à l'échelle géopolitique, ça se répercute à la fois sur les flux migratoires et demandes d'asile, on va dire adultes, et c'est un peu la même réalité par rapport aux mineurs non accompagnés. Slide toujours. Alors voilà, donc on a en fait 3 grands itinéraires de la migration. Alors comme vous voyez les trajets, voilà, c'est pour ça que je disais c'est entre 1 an et 3 ans, selon les moyens des déplacements. Et on a en moyenne, je dis bien 3 pays traversés avant d'arriver en France. Sachant que la France, ce n'est pas forcément l'objectif final. Hein. Ils arrivent en France parce que après passer par l'Italie, l'Espagne, certains y restent. Parfois, ils ont envie de poursuivre vers l'Angleterre, des autres pays. Il n'y a pas un trajet mieux que les autres. On va dire que sur les 3, on a un nombre très impressionnant des mineurs ou adultes. Là, je parle des mineurs, mais en fait, malheureusement, c'est la même chose pour tout le monde. Des violences, des tortures, d'emprisonnement et aussi des suites. La Libye continue à être le palmarès de toutes les horreurs concentrées dans un seul endroit. Alors, la route des Balkans, c'est pas mieux. Quand on traverse la mer, c'est pas, voilà. Mais alors la Libye, on est sûr 100% que les gens qui sont passés par la Libye ont vu et subi des choses horribles. Donc c'est bien d'avoir des certitudes dans la Libye, c'est bien. Slide. Alors, je ne fais pas la pub, je ne travaille pas au masque et la plume, mais si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille vraiment ces films, Moi Capitaine. C'est un réalisateur italien, hein, mais au-delà du fait que c'est un réalisateur italien, c'est très bien, parce que c'est pas du tout, donc la partie qui est vraiment bien, c'est la partie avant. Pourquoi ces gamins, certes, ils ne sont pas fils des ministres, hein, mais ils ont une famille, ils vont à l'école, ils sont intégrés dans leur pays, c'est le Sénégal, ils vont partir du Sénégal, et donc ils cultivent un rêve, qui est celui de partir en cachette de la famille, notamment de la mère, qu'elle se doute de quelque chose, elle ne veut surtout pas que son gamin puisse avoir ses idées de départ, et malgré tout, ils vont arriver à partir, et tous les films racontent la traversée du Sahara jusqu'au moment de la traversée en bateau. Très beau film avec très belle image. Et l'autre bouquin qui est vraiment sympa, c'est Bilal sur la route des clandestins, qui lui raconte, alors ça vient du Mali, c'est autre chose, c'est un peu plus vieux ces bouquins, mais là il parle aussi, voilà, de comme tout un village. Là c'est un peu l'exemple contraire. Sur Moi Capitaine, c'est des gamins qui vont partir à l'insu des parents. Et donc, c'est leur rêve perso. Ils ont envie de venir faire des études, de devenir footballeurs. Il y a vraiment un rêve qui est lié à leur histoire personnelle, mais qui n'est pas du tout justifiée par l'environnement social, même si ce n'est pas une famille très riche. Et par contre, Bilal, sur la route des clandestins, c'est l'histoire totalement différente, où tout un village va compter sur un petit nombre d'émigrants qui vont faire la traversée, vont arriver en France, vont s'enrichir et vont pouvoir subvenir aux besoins de la famille. Quand je dis famille, la famille élargie, restée au pays, voire du village. Voilà, c'est pour ça qu'il y a un autre bouquin qui est très bien à ce niveau, c'est Madame Ba d'Éric Orsena, qui raconte un peu aussi cet imaginaire collectif des pays, des ex-pays colonisés, sur un peu aussi la dette historique des pays colonisateurs et sur, on va dire, les gages de réussite sociale qui devraient presque être un dû par rapport à l'histoire coloniale. Slide. Alors ça, vous le connaissez, surtout les AS. Donc, bonjour, je suis mineur, je suis tout seul. Bon, d'accord.
Donc, vous savez bien, c'est le conseil départemental qui a la charge de la prise en charge des mineurs qui se dit mineurs et non accompagnés. Au niveau du conseil départemental, il faut évaluer donc à la fois la minorité et l'isolement. Donc, c'est les deux critères. On parle beaucoup des mineurs isolés, des mineurs, et souvent la partie isolement. Il est mineur, il a des papiers où il dit qu'il a 15 ans, mais dans l'évaluation, il y a aussi cette idée de est-ce qu'il est vraiment isolé ou pas. Pour peu qu'il a une arrière-oncle dans un foyer de travailleurs migrants qui a les mêmes noms des familles qui viennent du même village, on peut imaginer qu'il ne soit pas isolé. Donc, à partir de là, on va dire qu'il est reconnu. Alors, nous, en région Île-de-France, on a des taux de reconnaissance qui sont extrêmement bas. Ça s'améliore un peu. On est passé de 35 à 39 pour la première évaluation, quoi. Mais en gros, on va dire que d'emblée sont reconnus mineurs. En gros, ils doivent avoir encore les dents de lait, la couche, voilà, ça passe crème. Et dès que c'est un peu plus compliqué, c'est presque d'emblée non. Donc, on va dire, ça dépend encore une fois des années, mais c'est, on va dire, à moins de 40%, pour faire simple, beaucoup moins de 40% qui sont reconnus mineurs à la première évaluation et 10% en plus après les recours. Mais on va dire, une fois qu'ils sont reconnus, eh ben, ok, parfait, on va dire très bien, c'est l'aide sociale à l'enfant, très bien. Quand on voit les solutions d'hébergement et les suivis, mais voilà, ils sont pris en charge par l'aide sociale à l'enfance et parfois ils sont orientés dans un autre département. Mais on va dire que nous, on passe, on ne les voit pas. On ne devrait pas les voir. Parce qu'après, ils vont avoir une couverture médicale et c'est l'ASE qui fait fonction des tutelles à qui on délègue la tutelle parentale et donc il va s'en occuper. Là où c'est beaucoup plus compliqué, c'est quand les mineurs n'est pas reconnu d'emblée comme mineurs et comme isolés. Et à ces moments-là, il peut faire un recours, mais le temps du recours, on va se retrouver dans une situation un peu bizarre, à savoir la période du recours n'est pas suspensive. Donc, il va continuer à dire et ou parfois avoir des papiers qui attestent sa minorité et avoir un refus de reconnaissance des minorités et isolement de la part de l'aide sociale à l'enfance. Slide. Voilà, donc en fait, on peut avoir, on va dire, voilà, plusieurs situations, quoi. C'est les primo-arrivants qui sont pas encore passés à l'évaluation de l'ASE. Chez nous, ça va relativement vite. Entre les moments qui sont identifiés, les moments, quand je dis chez nous, c'est région Île-de-France, ça dépend un peu des départements, c'est pas tout à fait égal d'un département à l'autre. Paris, c'est 5 jours. Dans les Yvelines, ça peut être 3 semaines. Mais on va dire que les moments où les MENA identifiés, l'évaluation de l'aide sociale à l'enfance s'est fait relativement vite. Alors parfois, ça fait vite pourquoi ça fait vite? Parce qu'avant l'évaluation, les conseils départementaux ont comme obligation d'héberger et de mettre à l'abri les mineurs. Voilà. Donc, plus vite ça se fait et plus vite on dit t'es pas mineur, t'es pas isolé, moins ça coûte au département. Enfin, on fait très, très, très clair. Voilà. Donc, après, au cours d'évaluation, mais bon, ça va relativement vite. Ce que je vous disais, non reconnu, mais avec la possibilité de saisir les juges pour enfants et faire un recours. Des mineurs dont la minorité, l'isolement, n'a pas été reconnu au niveau de la cour d'appel. Donc là, c'est fini, voilà, plus rien à faire. Une fois que les juges ont confirmé la décision de l'ASE, bah oui, on peut encore faire un recours supplémentaire, mais enfin, on va dire que c'est fini. Ou alors, les 10% supplémentaires qui, après les recours auprès du juge des enfants, sont reconnus mineurs. Et donc, les juges imposent à l'ASE de les prendre en charge. Donc, on va dire, ces différentes situations administratives, mais on va dire, sauf les mineurs qui sont reconnus d'emblée comme mineurs isolés,
pour les autres, se pose la question de dire on est mineur et on a des papiers qui attestent à notre minorité, et en face, on a une non-reconnaissance administrative de la minorité. Slide. Alors, donc, ces mineurs, on les voit arriver, on passe. Pour les 17% des mineurs non accompagnés dans la file active des passes. Alors, vous allez me dire, oui, mais les passes, ce sont des dispositifs pour adultes. Oui, c'est vrai, sauf que cette non-reconnaissance des minorités isolement donne la possibilité d'accès à l'ensemble des dispositifs des droits communs adultes. Donc, ni plus ni moins, on a fait une petite note au niveau de l'ARS en 2019 en disant, à la limite, les temps du recours, etc., nous, on s'en fout. Mais les faits qu'ils n'ont pas été reconnus mineurs, ils peuvent avoir accès à l'ensemble des dispositifs des droits communs, dont les passes. Donc, il n'y a pas d'histoire 16 ans, moins 7. Alors, si c'est un tout petit, oui, là, il y a un problème, parce qu'un médecin, enfin, voilà, il y a des compétences pédiatriques, un médecin généraliste, mais encore une fois, les mineurs qui sont en recours sont des jeunes garçons ou des jeunes filles, on va dire entre 15 et 17. Voilà, s'il ne s'agit pas des petits bébés, enfin, petits bébés rarement en recours. Donc, en fait, on les prend en passe. Et en passe, il n'y a pas de problème pour les prendre en passe. C'est quoi leur état de santé? Bon, ni plus ni moins que les adultes, hein, avec troubles des sommeils, de la tristesse, de la fatigue. En fait, on va voir plein de pathologies, on va dire, qui sont extrêmement liées aux conditions de vie précaires. Voilà, on a quelques pathologies d'importation, dans le sens que ce sont des maladies endémiques dans les pays d'origine et où les pays traversés, notamment la bilharziose. Alors nous, on dépiste la bilharziose. Les ménales vient parce qu'elle a mal au pied, on lui fait la totale. Hein. Radio. Alors, pas que la bilharziose, on fait pas mal de parasitoses hein, d'une façon générale. IST, tout ce qu'on a vu, je ne vais pas vous refaire la liste, hépatite, etc. Beaucoup des ITL. Alors là, on a un taux extrêmement important. Voilà, et à ça, donc on va dire, et beaucoup de pathologies mais qui sont juste induites par les situations de précarité dans lesquelles ils vivent. Donc on a énormément de dermatoses, des problèmes, enfin, vraiment les pathologies liées à la précarité. Et alors, elles vont se rajouter peut-être la seule différence avec les adultes qui ont davantage des dépressions et des problèmes gastro du fait tout bêtement qu'ils ne bouffent pas suffisamment. Ce sont des ados quelqu'un des ados chez vous dans la salle savent que les ados sont des estomacs sur pattes et finalement, enfin, vraiment les régimes alimentaires et la quantité, même si on peut imaginer que dans une région comme l'Île-de-France, et c'est pas faux, il y a des distributions alimentaires, etc. Et bien malgré tout, on a vraiment de la précarité alimentaire, on va dire à tous les migrants précaires à la rue, mais à fortiori chez les mineurs non accompagnés. Et bien évidemment aussi de la détresse psychique. Ça ne veut pas dire que chaque NNA a un syndrome post-traumatique. Hein. Mais c'est vrai que entre ce qu'ils imaginaient et ce qu'ils vivent, il y a un petit décalage. Deux sont souvent dans des situations de stress parce qu'ils sont à la rue, sont réveillés tôt. Bon, voilà. Donc on va dire que la détresse psychique, on en trouve. Voilà. Bon, ça c'est. Alors certains, c'est des photos à moi, des autres pas. Mais ça, c'est des campements à la rue, en région parisienne, dans des années différentes, dans des squats, Stalingrad, La Chapelle, La Villette. Bon, c'est pas grave, on va faire les tours. Voilà. Et, avant les JO. Oui, c'est des vieilles photos. Enfin, si vient, il y a là les blousons RS, ça c'est moi, et c'est il y a un an. Voilà. Alors là, par contre, je me permets de terminer sur, on va dire, donc vous avez compris, la santé, on a fait les tours. Je ne dis pas que ce n'est pas un problème, mais l'accès, on passe, les suivis, on passe. Oui, il y a quand même un petit problème sur les ITL, c'est que c'est très compliqué pour un gamin qui n'est pas venu pour ça
et à qui on va diagnostiquer et lui expliquer qu'il a une maladie, mais que ce n'est pas une, qu'il est malade sans être malade, mais que ce serait bien qu'il prend un médicament alors qu'il n'a rien, et enfin, qu'il lui, il ne ressent pas, il n'a pas de symptômes, c'est pas qu'il n'a rien, les collègues du club ça, mais pour nous, c'est une vraie difficulté. Et surtout proposer un traitement, les gamins, et il a une préoccupation, c'est où bouffer et où dormira. Donc, on se pose plein de questions en termes déontologiques, hein, parce qu'on propose une mise sous traitement, on risque de le perdre. En plus, il bouge pas mal, pas moins que les adultes, hein, parce que les gamins qui sont en recours, ils n'ont pas envie de s'éloigner de là où ils sont arrivés. Donc, c'est vrai qu'ils sont moins en errance que les adultes, mais ils peuvent être en errance au niveau de la région, des spots qu'ils fréquentent. Donc, la mise sous traitement est particulièrement difficile parce qu'on a un risque de rupture et de perte de vue qui est plutôt importante, voire on va créer des résistances. Bon, enfin, voilà, on se pose quelques petits problèmes. Voilà. Donc, en plus de la santé somatique et de la santé mentale, quand même on passe, et avec les NPP, on est quand même alors, évidemment, pas de faire face, mais on a des ressources. J'ai terminé. Voilà. En fait, c'est une étude interassociative qui parle des mineurs à la rue en recours à Paris, mais j'ai trouvé que c'était intéressant parce qu'on parle beaucoup de santé, mais la santé, c'est pas que la santé physique, somatique, hein, c'est aussi les conditions de vie. Donc, un gros problème pour lieu de repos pour dormir, hein, donc ils sont beaucoup à la rue, souvent sans aucun équipement de découchage, pas de couverture, pas de sac à dos, ils ont faim, ils crèvent la dalle, voilà. Précarité alimentaire, plus. Diapo suivante. Bon, ça, c'est des témoignages et des photos. Ce ne sont pas les miennes. Hein. Diapo suivante. Donc, des difficultés pour rester propre physiquement, des difficultés pour se laver et maintenir propre hein, ses vêtements et ses affaires. Slide suivante. Quand on leur demande, enfin, quand les assos leur demandent les besoins prioritaires, l'éducation, les cours de français, ensuite l'hébergement et la reconnaissance de la minorité. Sachant qu'en plus de ça, on a des énormes difficultés. Là aussi, ça ne fait pas très bien pour la santé mentale. D'un côté, ils sont d'un mouvement subi. On les fait dégager, alors on les réveille le matin, machin, etc. Il faut aller chercher la bouffe de l'autre côté de Paris. Hein. Et parfois, ils sont dans l'immobilité imposée. Ils s'ennuient, ils n'ont pas d'activité. Ils voudraient être à l'école, ils voudraient faire des activités, etc. Et donc, on est souvent aussi sur des choses comme ça. Voilà, je termine. Donc, on a plusieurs notes, etc. Si jamais ça vous intéresse, Isabelle peut vous les transmettre. Elle va être bientôt sur le site de l'RS. Mais tout ça, parce qu'on ne veut plus entendre dire à un médecin « je ne peux pas le prendre en charge parce qu'il n'y a pas une autorité parentale », ça n'existe pas. Il n'y a aucun texte qui crée des difficultés sur une prise en charge médicale et psychologique pour un enfant qui serait privé d'autorité parentale. Voilà, on avance. On avance. Je vous ai mis une petite bibliographie. Voilà. Petite, toute petite. Merci, Bernard.